Le parc Arli se trouve au Burkina Faso, dans la région de l'Est, province de la Tapoa. Il tire son nom du fleuve qui en parcourt la limite nord. Il s'agit d'une vaste étendue protégée, née pendant la période coloniale et constituée par les réserves totales de faune d'Arli et de Madjoari, de la zone de chasse Pagou-Tandougou et de la concession de chasse de Koakrana. Les deux réserves naissent en 1954. On leur ajoutera plus tard les deux zones de chasse. Le statut forestier du parc, cependant, ne saurait être exact, car en réalité, un tel ensemble est juridiquement reconnu comme unité de protection et de conservation Arli. Celle-ci s'étend sur une surface d'environ 1800 km² et fait partie du complexe WAP, un ensemble de zones protégées et contiguës situées entre le Burkina Faso, le Bénin et le Niger. Au-delà de son importance historique, elle vante également une riche variété de ressources végétales et animales, dont la savane arbustive et la savane arborée, qui sont les formations végétales principales, composées par une grande variété d'espèces très intéressantes du point de vue biologique. Les ressources faunistiques abondent également. On peut y rencontrer presque tous les grands mammifères de la savane, ainsi qu'une grande variété d'espèces d'oiseaux. L'unité de protection et de conservation Arli a exercé au fil du temps différentes fonctions partant des ressources naturelles pour arriver à celles du tourisme. Les infrastructures touristiques actuellement présentes sont essentiellement utilisées pour la chasse sportive et le tourisme de vision. Deux seulement fonctionnent aujourd'hui, le campement de la paix et le campement du Morédémi, qui assurent le vivre et le couvert aux touristes et garantissent la chasse sportive et le tourisme de vision. L'absence d'une structure routière adéquate, due à la difficulté d'aménagement des pistes, a porté à la décadence d'une troisième infrastructure touristique, l'hôtel d'Arli, situé à l'intérieur de la réserve totale de faune d'Arli, malgré les bonnes conditions de l'auberge qui vend 18 bungalows, un restaurant avec une grande salle à manger et une piscine. Le fleuve Pandjari représente une importante ressource qui délimite l'unité Arli du parc de la Pandjari où l'on peut pratiquer la pêche. Cette activité est réglementée par les gardes forestiers qui, du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, autorisent l'installation des campements de pêche où résident des pêcheurs qui viennent non seulement des villages de la périphérie de l'unité Arli, mais aussi du Niger et du Bénin. Dans ces installations provisoires, les populations mettent en pratique des techniques traditionnelles pour le séchage du poisson qui est vendu ensuite sur les marchés locaux voisins, à moins d'être transporté frais sur les marchés de Ouagadougou. Extrêmement importante est la falaise de Gobnangou, une ressource naturelle et culturelle de la périphérie de l'unité Arli, au pied de laquelle de nombreux villages sont installés le long de ses versants septentrionaux et méridionaux. La falaise est le noyau central du pays gourmandché, où cette ethnie est installée depuis des siècles. Elle a en effet représenté pour la population un lieu de refuge lors des guerres et des famines. Des sites archéologiques, d'anciens greniers et des étroits refuges témoignent l'histoire des populations qui vivent encore aujourd'hui des ressources que leur produit la falaise. À celle-ci, en effet, les populations attribuent une importance religieuse et c'est justement à cet endroit qu'on retrouve le plus grand nombre de lieux sacrés qui sont l'expression de la tradition religieuse.
Malgré les nouvelles politiques de l'État de décentralisation, l'ancien statut traditionnel demeure et forme le réseau social sur lequel se base l'organisation de la communauté locale. En effet, aujourd'hui encore, le territoire gourmandché est traditionnellement organisé en diema, des royaumes indépendants les uns des autres qui se réfèrent à un seul roi suprême, le Numbado, roi du Goulmou, qui se trouve dans la ville de Fadanguma. Les diema sont des territoires sur lesquels s'étend le réseau des relations d'un village-mère. À partir de ce village-mère naît une série d'installations comme les villages détachés et les hameaux. La recherche de nouvelles terres à cultiver est la raison principale qui fait déplacer les populations qui créent ensuite de nouvelles installations ayant différents statuts. Le village-mère est le siège du Bado, le chef traditionnel du Diema, qui détient les pouvoirs politiques, fonciers et religieux sur tout le territoire du Diema. Les villages détachés se créent lorsqu'une partie de la population du village-mère s'éloigne afin de créer dès le début des installations permanentes où elle séjournera durant toute l'année sans plus retourner au village d'origine pendant la saison sèche. Dans les villages détachés, le Lidialinyuk-Velo, le doyen du village, devient le point de repère pour les villageois. Celui-ci revêt les mêmes fonctions que le Bado du Diema, mais son autorité politique est de loin inférieure à celle du Bado, ce dernier étant reconnu comme le seul vrai chef du Diema. Les hameaux sont, au contraire, des installations provisoires où les habitants du village-mère vivent seulement pendant la saison des pluies, afin de cultiver les champs. Avec le temps, les hameaux peuvent devenir permanents, mais contrairement aux villages détachés, ils préservent une forte dépendance politique du village d'origine. Les gourmandchés sont par tradition organisés en clans. Les boulous, groupes de personnes ayant un ancêtre commun à leur origine. Chaque boulou est formé par différents litwili, les lignages d'appartenance, c'est-à-dire des groupes familiaux ayant le même ancêtre. Par tradition, chaque lignage pratique une activité productive. On trouvera donc des lignages de chasseurs, d'artisans et d'agriculteurs. Dans le village de Yobri, par exemple, seuls ceux qui appartiennent au lignage Niula pratiquent l'activité de forgeron, tandis que seules les femmes âgées, Pokiano, filent le coton. Seules les femmes Pua et Pomaro, ayant plus de 20 ans, s'occupent de la fabrication de récipients en terre cuite pour différentes utilités, les soi-disant canarets. La préservation des activités artisanales a été garantie avec le temps par une sorte d'isolation due au mauvais état des pistes, surtout pour les villages situés dans la partie septentrionale de la falaise. Tous les produits agricoles et artisanaux sont vendus sur les marchés locaux qui, toujours à cause du contact difficile avec les centres urbains limitrophes, gardent une importance particulière dans les échanges commerciaux locaux. Malgré la forte présence d'éléments propres à la tradition, il y a beaucoup de signes visibles de l'introduction d'infrastructures modernes et de nouveaux systèmes de production venant de l'extérieur. Les infrastructures modernes plus évidentes sont les écoles, les dispensaires, les puits en ciment, les pompes à eau, les églises et les mosquées. Mais la vraie nouveauté qui bouleverse aujourd'hui la structure de production agricole est l'activité spéculative, comme la culture du coton, qui expérimente des techniques modernes de culture et de nouvelles formes associatives, les soi-disant groupements de producteurs de coton. Ces nouvelles techniques, bien qu'elles garantissent un revenu supérieur à celui obtenu par les produits de la culture traditionnelle, comportent beaucoup de risques pour l'environnement si l'on considère surtout la proximité des villages avec l'unité de protection et de conservation Arli. Les engrais chimiques utilisés pour la culture du coton rendent en effet les sols pauvres et polluent les terres et les eaux. L'incessante extension de cette culture
représente donc une menace pour les ressources naturelles de l'unité Arly et pour la survie de techniques traditionnelles de culture qui garantissent la conservation des ressources naturelles. Ce territoire, tellement riche en histoire et en valeurs traditionnelles, risque de succomber à la pression des activités spéculatives modernes qui représentent non seulement un risque pour l'environnement, mais compromettent également les formes traditionnelles de gestion foncière. Des dispositions à même de favoriser le développement local et en même temps de garantir la conservation de cette zone se montrent nécessaires. La décentralisation, dont les principes favorisent la participation des populations locales à la gestion de leur territoire, est à l'origine d'une grande espérance. Dans son application, par contre, elle forme un territoire administratif qui ne tient pas suffisamment compte de la structuration territoriale liée au statut traditionnel, nivelant les hiérarchies à la base du territoire traditionnel. L'exploitation des ressources naturelles par les populations est pratiquée en effet suivant une série de règles qui garantissent la conservation des ressources dans le temps. Il est nécessaire que l'État récupère cette typologie d'organisation afin de garantir une exploitation adéquate des ressources naturelles et une meilleure gestion du territoire, évitant ces risques pour l'environnement qui aujourd'hui menacent l'écosystème de l'unité de protection et de conservation Arly.